Donc, je suis désolé, je ne vais pas du tout parler de natation. Parce que, bon, essayant de faire une recherche expérimentale sur l'apprentissage des coordinations complexes, le seul problème avec la natation, c'est l'eau. Et pour faire de l'analyse du mouvement, je dois dire, en essayant d'être précis, l'eau est un truc assez gênant. Donc on fait à peu près les mêmes choses, mais on a supprimé la flotte qu'il y avait autour, quoi, et de manière à pouvoir analyser les choses plus facilement. Notre principal problème dans cet axe de recherche, c'est d'analyser l'acquisition des habiletés motrices complexes. Pas facile à définir les habiletés motrices complexes, le mieux c'est que vous voyez la différence entre ces deux exemples-là. C'est vrai qu'il y a une grosse littérature sur l'apprentissage qui au début s'est basée sur des tâches extrêmement simples. Là j'ai sorti les fameuses tâches de Fitz, qui étaient simplement du pointage entre deux cibles, donc une tâche qui ne faisait intervenir qu'un seul segment. Mais on a dit beaucoup de choses sur l'apprentissage à partir de ce style de tâches extrêmement simples. Nous, notre problème, ça a été plutôt de se poser la question comment est-ce que des sportifs arrivent à acquérir des coordinations réellement complexes qui engagent l'ensemble du corps. Et on n'est pas persuadé que ce que l'on a pu apprendre sur ce style de tâche-là soit pertinent pour ce style de tâche-là. Ceci dit, ce que je vais vous raconter, c'est assez proche de ce que Scott Kelso a dit tout à l'heure. Donc je m'inscris clairement dans ce cadre de la théorie de la dynamique des coordinations. Donc, le principal problème que j'aimerais évoquer aujourd'hui, c'est celui-là. Comment passe-t-on du comportement débutant au comportement expert? Donc, qu'est-ce qui se passe au cours de l'apprentissage qui fait qu'on observe un certain type de coordination chez le débutant, et puis, une fois que l'expertise est passée par là, on obtient un autre type de coordination. Comment est-ce que l'on est passé du premier type de coordination au deuxième? Est-ce que c'est progressif? Est-ce que c'est abrupt? Comment ça se passe? Et le fait est que fréquemment, quand on recherche sur l'apprentissage, on mesure avant l'apprentissage, le sujet il apprend, on mesure après, mais on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, comment la transition s'est faite de l'un à l'autre. Alors là, vous avez une des tâches sur lesquelles on a travaillé, c'est le simulateur de ski. S'il y a des spécialistes de ski dans la salle, je m'en excuse. C'est pas du tout un simulateur pour apprendre à faire du ski, mais c'est un engin de torture sur lequel les gens font des choses qui ressemblent à peu près à de la godille. Donc, je vais partir d'une expérimentation que l'on a réalisée, qui vous posera le problème. Donc, les sujets sur ce simulateur de ski ont fait une expérimentation assez longue. On avait 5 sujets qui étaient complètement débutants au départ. Ils ont pratiqué pendant 13 semaines, ce qui est très très long pour une expérimentation sur l'apprentissage. Il y a beaucoup d'expérimentations sur l'apprentissage qui durent une après-midi ou une semaine. Là, il y avait 13 semaines de pratique. Ils ont fait 3 sessions par semaine. À chaque session, il y avait 10 fois 1 minute. Et au total, donc 390 essais de 1 minute, ce qui est énorme, mais c'était essentiel pour nous pour réellement suivre pas à pas cette dynamique de l'apprentissage. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait maintenant pour vous voyez un petit peu le type de calcul que l'on a pu faire sur les données? On s'est intéressé à l'évolution du chariot du simulateur. Vous voyez que le sujet, là, il est debout donc, sur ce chariot qui bouge sur les rails. Il y a des bandes élastiques qui ramènent le chariot en position centrale quand on l'a écarté un petit peu. Donc vous voyez ce que ça donne. Le sujet, il godille à droite et à gauche, puis le chariot revient en position centrale, donc il le renvoie de l'autre côté. Et on obtient donc, avec le déplacement du chariot, on obtient des évolutions de la position du chariot qui ressemblent à peu près à une sinusoïde classique. Par rapport à ce premier signal, donc, on calcule la vitesse par intégration, par rapport au temps. Et ce deuxième signal de vitesse nous permet de construire ce qu'on appelle un portrait de phase, avec la position ici, la vitesse ici, et puis on voit donc le signal qui tourne dans cette représentation.
Bon, ça c'est extrêmement classique. Hein. Et puis partant de ce portrait de phase, on débouche sur un portrait de phase moyenné qui représente en fait la manière dont le sujet se déplace sur son simulateur. Donc ce que vous voyez là en fait, c'est la signature à un moment donné de la coordination, puisque si le signal était vraiment sinusoïdal, on aurait un cercle parfait. Et vous voyez que ce n'est pas un cercle parfait, il y a des moments où on s'écarte un petit peu du cercle, et ça représente en fait les moments où le sujet injecte de l'énergie dans le dispositif. Donc, à partir de ces calculs-là, on arrive à avoir une signature de la manière dont le sujet agit sur le dispositif pour osciller. Bon, ça c'est un petit aspect méthodologique. Alors ce que vous devez savoir, c'est que quand on analyse ces portraits de phase, il y a deux types d'oscillateurs qui sont très très classiques dans les analyses. Ils portent le nom d'oscillateurs de Rayleigh et d'oscillateurs de Van der Pol. Je vous passe les équations un petit peu compliquées qu'il y a derrière, c'est pas ça le problème. Ce qui est important, c'est que les débutants, ils présentent ce style de portrait de phase, les experts, ils présentent ce style de portrait de phase. Donc là, dans la lecture que l'on a avec ces portraits de phase, on a le comportement du débutant qui est ici, ce qu'on observe dans les premières séances, et ici on a le comportement de l'expert. Donc notre problème, ça a été comment est-ce que les sujets passent de ça à ça. Alors, voilà un exemple d'évolution d'un sujet au cours des 390 essais de l'expérimentation. Alors pour que vous compreniez le graphique, en fait, vous avez ici le 0, hein, qui coupe le graphique verticalement, avec les valeurs positives au-dessus et les valeurs négatives en dessous. Les valeurs négatives correspondent à un amortissement de type Rayleigh, donc ça c'est le comportement du débutant. Et les valeurs positives correspondent à un amortissement de type Van der Pol. C'est le comportement de l'expert. Donc là, pour la première fois devant vos yeux ébahis, vous avez comment fait un sujet, un débutant, quand il apprend au cours de 13 semaines de pratique, comment est-ce qu'il se passe, comment passe-t-il du comportement débutant au comportement expert. Alors au début, on a une phase initiale, que vous voyez ici, qui est clair, hein, tous les cycles qui sont mesurés, tous les essais qui sont mesurés, on a un comportement de type Rayleigh, c'est très très net, et on a trouvé ça chez tous les sujets, c'est important, il y a un comportement qui est identique chez tous les sujets, chez tous les débutants, ils adoptent tous ce comportement-là. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans toutes nos expérimentations. Le comportement du débutant, il est assez homogène en termes de coordination, ils font tous la même chose. Hein, les contraintes de la tâche font qu'ils se dirigent tous vers un même type de coordination. À la fin, on a une phase finale qui est caractérisée par des valeurs qui dépassent le 0. Bon, on s'est arrêté au bout de 13 semaines, hein, on aurait pu se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé au bout de 3 ou 4 années de pratique? On pense que les valeurs se seraient écartées évidemment du 0. Il faut savoir que plus on s'écarte du 0, plus on est stable. Hein, et quand on est proche du 0, dans un sens ou dans un autre, on a tendance à perdre un petit peu de stabilité. Mais vous voyez qu'à la fin, on a une série d'essais qui, de manière consistante, sont des essais en Van der Pol. Alors ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au milieu, hein, évidemment, cette phase de transition entre les deux. Et la phase de transition entre les deux, quand on la regarde comme ça, d'essai en essai, on a l'impression que le système hésite un petit peu entre quelque chose qui ressemble à du Rayleigh, quelque chose qui ressemble à du Van der Pol. Donc, le système semble hésiter entre le comportement débutant et le comportement expert. Il fait un petit peu de comportement débutant, il passe au comportement expert, il revient au comportement débutant. On a une phase qui peut être assez longue là, avant que, de manière consistante, ce soit le comportement expert qui soit adopté. Donc on a appelé ça une phase d'alternance, hein, puisqu'il semble que la transition ne se fasse pas de manière abrupte d'un comportement à l'autre, mais qu'on ait une alternance comme ça, d'essai en essai, entre comportement du débutant et comportement expert. Alors, on a été un petit peu plus loin. Là, ce sont des mesures qui sont faites par essai de 1 minute,
Qu'est-ce qui se passe si on s'intéresse maintenant à l'intérieur des essais de cycle à cycle? C'est-à-dire, qu'est-ce que fait le sujet quand il va de droite à gauche, et ensuite quand il revient de gauche à droite, et etc., etc. Alors, on a isolé 3 essais chez un sujet. L'essai 37, il était encore débutant à ce moment-là. L'essai 91, il était dans la phase de transition. Et l'essai 335, il était devenu pour nous expert. Alors vous avez la même mesure avec le Van der Pol en haut et le Rayleigh en bas. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Quand il est débutant, tous les cycles consécutifs sont gérés par un amortissement de type Rayleigh, donc c'est très cohérent, il fait la même chose de cycle à cycle, même si vous voyez le comportement est extrêmement variable. C'est ce que Scott a montré tout à l'heure, chez les débutants en général, c'est plus variable que chez les experts. Regardez ce que fait l'expert, par contre, lui, il sort, quand il est devenu expert, c'est du comportement de Van der Pol qui sort, beaucoup plus stable que ne l'était le Rayleigh, mais surtout c'est extrêmement cohérent. On a de cycle à cycle, on a exactement le même type de comportement. Regardez ce qui se passe dans cette phase de transition, à l'intérieur, encore une fois, du même essai, ce sont des cycles successifs, un essai plutôt Rayleigh, Van der Pol, Rayleigh, Van der Pol, Van der Pol, Van der Pol, il revient en Rayleigh, il stationne un petit peu en Van der Pol, il revient en Rayleigh. Donc, cette alternance entre comportement du débutant et comportement expert, on l'a à l'intérieur d'un essai, d'un cycle à l'autre. Donc, cette phase de transition, on peut la caractériser en fait comme une phase d'alternance entre le comportement expert et le comportement de débutant, qui sont bizarrement exploités en simultané. Alors, on a essayé de proposer une modélisation de cet apprentissage sous la forme de ce qu'on appelle une bifurcation single node, nœud-colle en français. L'idée, c'est qu'au début, donc, il y aurait un attracteur, qui serait la coordination débutante. En fin d'apprentissage, il y aurait un autre attracteur qui se serait substitué au premier, la coordination experte. Et puis, la transition de ce premier état à ce deuxième état se ferait par une phase de bistabilité, où les deux coordination serait disponible pour le système, et c'est à ce moment-là que l'on aurait cette phase un petit peu exceptionnelle où on a une alternance quasi systématique du comportement qui va tenter un petit peu ce comportement-là, revenir se réfugier ici, repartir ici, jusqu'à ce que ce comportement nouveau soit suffisamment stabilisé pour qu'il soit utilisé de manière régulière et consistante par le sujet. Alors évidemment, c'est cette période charnière qui nous intéresse là, puisque c'est celle qui est la plus problématique. Alors plus récemment, on a tenté une autre expérimentation pour essayer de mieux comprendre comment se passait cette phase de transition. Sur une balançoire expérimentale que vous voyez ici, une balançoire où les sujets dans cette expérimentation-là utilisaient donc latéralement, donc ils se balançaient de droite à gauche, vous voyez le sujet qui est là. C'est une balançoire qui a pour particularité de toujours rester horizontale à cause de ces deux montants là qui permettent donc à la balançoire de rester parallèle au sol. L'expérimentation était beaucoup plus courte parce qu'en fait c'était beaucoup plus facile d'apprendre sur cette expérimentation-là que sur le simulateur de ski. Donc 10 sujets qui ont respecté 10 sessions de 10 essais. Alors, au niveau de la représentation des résultats, on a dû se livrer à un petit artifice graphique que je vais essayer de vous présenter. On a représenté les modes de coordination sur des sphères. Vous imaginez que là, vous avez une demi-sphère, donc un hémisphère qui est représenté avec des points qui sont à l'équateur, au pôle ou dans la zone tempérée. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque les points sont à l'équateur, ici, ça veut dire que le sujet a forcé au point de revirement gauche. Alors forcer, ça veut dire simplement qu'il pousse sur la balançoire pour la ramener vers le centre. Lorsque les points sont au pôle, ça veut dire que le sujet force au point de revirement droit. Il force de l'autre côté. Mais il ne force dans les deux cas qu'une seule fois.
Et quand vous avez les points dans la zone tempérée, ça veut simplement dire que le sujet a forcé à droite, puis à gauche, donc il a eu une coordination symétrique. Hein, je force à droite, je force à gauche, et en toute logique, on s'attendait à ce que ça soit ça que fassent les experts. Hein, forcer à droite, forcer à gauche, ça veut dire que l'on exploite à fond les propriétés du système. Donc on s'attendait à voir ça chez l'expert. La question qu'on se posait, c'est qu'est-ce que l'on allait observer chez le débutant. Et voilà quelques résultats qui sont assez représentatifs de ce que l'on a obtenu chez nos sujets. Donc c'est donc deux sujets différents. Regardez ce qu'ils font en 10e session, tous les deux. Ils sont tous les deux dans la zone tempérée. Ça veut dire qu'ils forcent à droite et à gauche. Ils ont bien cette coordination experte entre la balançoire et donc leurs actions de forçage. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans les premières sessions. Dans les premières sessions, session 1 ou session 5, on a quelques cycles dans lesquels on a ces doubles coordinations donc, que l'on voit par les points dans la zone tempérée, mais vous voyez qu'il y a également des cycles où là, le forçage se fait soit à droite, soit à gauche. Hein. Ici c'est à gauche et ici c'est à droite, ou au contraire, je ne sais plus. Mais il y a une alternance, il y a une alternance systématique. Le sujet, il force une fois, puis il force deux fois, il revient à forcer une fois, il force deux fois, etc., etc. On a cette alternance entre le comportement débutant que l'on trouve ici et le comportement expert que l'on trouve là. Donc, dans cette expérimentation, on retrouve un petit peu la même logique que l'on avait dans l'expérimentation sur le simulateur de ski. Lorsque le sujet est en transition entre le comportement débutant et le comportement expert, eh bien on a cette alternance du comportement. Il n'y a pas de comportement intermédiaire, c'est ça que je veux dire, il n'y a pas un comportement intermédiaire. Il fait un petit peu le comportement expert, il revient au comportement débutant, et il va essayer de résoudre la crise de l'apprentissage de cette manière. Alors, cette première vision de la transition entre les deux, évidemment, nous pose problème, parce que si vous avez lu un petit peu sur l'apprentissage, d'une manière générale, on dit que l'apprentissage d'une coordination experte, elle se fait contre les coordinations de débutants. Hein. Il faut oublier les coordinations de débutants pour apprendre la coordination experte. Il faut désapprendre ce que l'on savait faire avant pour apprendre la nouvelle coordination. Donc, on a vraiment l'impression que l'apprentissage est décrit en général comme un combat entre ce que l'on savait faire auparavant et ce que l'on doit apprendre. Une compétition entre la coordination débutante et la coordination expert. Et puis là, on se retrouve dans un système où on a l'impression qu'à l'intérieur du même cycle, du même essai, en fait, les deux coordinations, elles sont l'une à côté de l'autre, elles sont exploitées simultanément, et visiblement, ça ne pose pas de problème. Peut-on dire qu'il y ait réellement une telle compétition? Alors ça, c'est une expérimentation un peu plus vieille. Je ne voudrais pas trop insister sur ces résultats classiques parce qu'ils sont connus, mais sur un petit résultat qui est moins connu dans cette manip. C'était l'apprentissage donc d'oscillation en suspension birenversée aux barres parallèles. Et on s'intéressait à la coordination entre ce premier oscillateur-là, l'oscillateur pendulaire, et ce deuxième oscillateur, l'oscillateur vertical, hein, qui renvoie au fait que le sujet lance les jambes vers le haut pour entretenir ses balancées. Alors voilà ce que fait l'expert. L'expert, il a ce style de coordination-là, où vous voyez que pour un premier balancé complet donc du premier oscillateur, il y a deux oscillations verticales, une vers l'avant et une vers l'arrière. Donc ce qu'on appelle une coordination en 2 sur 1. Hein, quand il se balance une fois complètement en dessous de la barre, il a lancé ses jambes 2 fois vers le haut. Ce qui débouche sur une trajectoire de centre de gravité qui ressemble à celle-là. Ça paraît simple comme ça, en fait c'est complexe pour ceux qui ont fait un petit peu de modélisation de coordination. C'est une coordination en 2 sur 1 avec un décalage de phase de 90 degrés entre les deux. C'est extrêmement difficile à faire. Vous essayerez avec vos doigts, vous verrez, c'est assez complexe. Qu'est-ce que fait le débutant? Voilà ce qu'on observe comme trajectoire du centre de gravité chez le débutant. Vous voyez que c'est complètement différent de ce que fait l'expert. Et ça ressemble à ça.
en fait, vous voyez que c'est complètement différent. En fait, à chaque fois qu'il y a une oscillation complète pendulaire, le sujet, n'envoie les jambes vers le haut qu'une seule fois, il commence là et puis il finit là. Vous voyez, une coordination beaucoup plus simple. Et qu'est-ce que c'est que cette coordination-là? C'est ce que Scott vous avait fait tout à l'heure. C'est la coordination en phase, tout simplement, entre deux oscillateurs. Voilà ce que fait le débutant. Quand on lui demande de faire des balancés en suspension inversée au parallèle, il choisit le mode de coordination le plus simple possible, et alors que la coordination experte, vous avez vu, elle est beaucoup plus compliquée. Il y a un oscillateur qui va 2 fois plus vite que l'autre, et en plus, il y a un décalage de phase entre les deux. Alors, comment est-ce que les sujets, là, passent du premier comportement au deuxième? Bon, ça, c'est une représentation de ce que l'on obtient dans les coordinations. Vous avez les experts qui sont là-bas avec les 2 temps de forçage, et puis les débutants, ils sont là, vous voyez, autour du 0 degré de décalage de phase. Alors, comment est-ce que les sujets passent de ce premier mode de coordination au deuxième mode de coordination? Le problème dans cette expérimentation-là, c'est que les sujets, ils n'ont pas appris. Ils sont restés sur leur premier mode de comportement, donc on n'a pas pu observer l'apprentissage. Hein, c'est une vieille expérimentation. Ceci dit, on avait un sujet quand même assez étonnant, c'est celui-là. Le sujet HP, Human Bomb. Là, vous avez l'évolution de l'amplitude chez tous nos sujets. Puis regardez ce qu'il faisait, lui. C'était un apprenant, comme on dit dans les IUFM, remarquable. Puisqu'il arrivait à avoir une amplitude plus élevée que les experts. Alors on s'est intéressé à ce garçon, qui nous a assez étonnés, et regardez le décalage de phase que lui, il a produit. Alors, il a toujours fait un seul forçage par oscillation. Donc il est toujours dans une coordination 1 sur 1. Mais alors que les autres restaient ici autour de 0, hein, le 0 est là, lui, on l'a vu, surtout en fin d'apprentissage, commencer à se décaler vers quoi? Vers 45 degrés. Alors ça voulait dire quoi 45 degrés? Ça voulait dire qu'il ne commençait pas son forçage au début du balancé, mais il commençait à retarder un petit peu le forçage jusqu'au moment où il allait passer en verticale basse. Donc, une tendance à modifier un petit peu sa coordination. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à forcer ici et de poursuivre le forçage tout au long du balancé, il attendait un petit peu, et puis il tendait à forcer un petit peu plus tard. Donc, une petite évolution de son comportement débutant. Au lieu de faire ça comme tous ses copains, il a commencé à faire ça. Alors, à l'époque, ça nous a un petit peu surpris, on manquait un petit peu de recul pour comprendre ce phénomène. Et l'hypothèse que l'on fait, tout simplement, c'est celle-là. C'est que, en phase initiale, donc, les sujets ont ce style de forçage-là. Pourquoi est-ce que ce sujet-là, qui est celui qui a le plus appris, il a commencé à faire ça? Simplement parce que retarder le forçage ici, c'est quelque chose qui va lui permettre, après, de placer un deuxième forçage à l'autre cycle, ce qui est complètement impossible avec cette stratégie. Donc en fait, ce sujet-là, qui était assez exceptionnel, hein, mais il nous a en fait indiqué le chemin qu'il aurait poursuivi si l'expérimentation avait continué. Simplement, nous, à l'époque, on avait arrêté l'expérimentation parce qu'on avait déjà trouvé ce qui nous intéressait. Et on fait l'hypothèse qu'en fait, voilà ce que l'on aurait obtenu. Dans un premier temps, il décale, il modifie un petit peu sa coordination, qui reste du 1 sur 1, ça reste de la coordination débutant, mais il se permet, à partir de ce moment-là, d'ouvrir un deuxième forçage dans le cycle pour déboucher sur la coordination experte. Ce qui veut dire que si on avait eu une lecture complète de l'apprentissage, on aurait eu à nouveau la phase initiale, la phase experte, et sans doute une phase d'alternance, comme on l'a vu dans les 2 expérimentations précédentes, entre une coordination débutante et une coordination experte. Et là, une utilisation alternée entre les deux. Mais là, ce qui est important, c'est que pour rentrer dans cette phase d'alternance, il a fallu que la coordination débutante se transforme un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, pour permettre cette cohabitation entre coordination experte et coordination débutante. On ne peut pas faire une alternance entre ça et ça. Par contre, entre ça et ça, c'est possible.
Alors, d'où le message principal que je voulais évoquer aujourd'hui. Entre coordination débutante et coordination experte, il n'y a pas nécessairement de compétition, mais à un moment donné, il y a une coopération. Une coopération, c'est-à-dire que la coordination débutante, elle se modifie, pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut pour accueillir la coordination experte. Et ensuite, dans cette phase de transition, on va avoir cette alternance où le sujet va tenter la coordination experte, il va pouvoir revenir, se réfugier dans la coordination débutante, revenir à la coordination experte, jusqu'à ce que celle-ci soit suffisamment maîtrisée pour pouvoir être réalisée de manière stable. Donc, si on veut représenter, pour finir, cette vision de l'apprentissage, l'idée c'est qu'on pourrait représenter les stabilités de toutes ces choses-là. On considère que quand c'est en vert, on est au fond des vallées de ce paysage et on est dans des zones de stabilité. Quand c'est rouge, on est dans des zones de non-stabilité. Ici, vous avez l'attracteur spontané, donc le comportement du débutant, ce que je vous ai montré, qui était relativement cohérent d'un sujet à l'autre. Et puis là, la coordination que les sujets vont apprendre. Comment se passe l'apprentissage? Dans un premier temps, les sujets, ils sont là, puis ils réalisent leur comportement débutant, mais ils le transforment. Dans cette première phase, néanmoins, il y a une petite transformation. C'est peut-être ça, le désapprendre un petit peu, le déstabiliser un petit peu les coordinations premières. Et le fait de déstabiliser un peu, là, ça va nous amener à un col qui va ouvrir à cette deuxième vallée. Et là, on rentre dans cette zone, dans cette phase de transition, où le système semble un petit peu hésiter entre les deux. Il tente un coup, il tente un coup, il est à la lisière. Et puis ensuite, l'apprentissage se termine par l'exploration de la nouvelle vallée qui a été ouverte, offerte. Mais ce qui est important, c'est que pour accéder au col, ici, il a fallu qu'il y ait cette transformation, on appelle une transformation paramétrique, au sens où la coordination ne change pas fondamentalement, elle évolue un petit peu en conservant sa nature, mais elle va se mettre à disposition de la nouvelle coordination, et puis on aura cette phase importante de coopération forte entre la coordination débutante et la coordination nouvelle. Bon, à l'heure actuelle, on reprend la manip sur les barres parallèles avec un dispositif qui nous permettra de durer plus longtemps pour réellement explorer cette phase et voir si réellement il y a cette coopération entre les deux coordinations. Voilà, merci de votre attention.